Donc, de la dermatologie, on passe à la gynécologie avec la session qui sera sous forme de symposium, sponsorisé par les laboratoires Abbott, que je remercie en votre nom. Et la session elle est intitulée la supplémentation litéale à base de la dihydrogestérone dans les menaces d'avortement, et qui sera animée par notre ami le docteur Omar Mkouar, qui est gynécologue installé à Casablanca. Merci. À vous la parole. Très bien. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier bien sûr l'association MG Maroc de m'avoir invité pour animer ce thème-là, qui est, je dirais, un thème qui est assez intéressant sur les fausses couches à répétition, parce que c'est un gros problème de consultation. Parfois, on a du mal à trouver une cause. Et bien sûr, remercier bien sûr le laboratoire Abbott qui organise ce symposium. Donc, on va démarrer. Dans quelques définitions, donc un avortement spontané, donc c'est une fausse couche, c'est une perte involontaire d'une grossesse avant 20 semaines. Bien sûr, dans les avortements, ça peut aller jusqu'à 19-20 semaines. Après 20 semaines, on parle d'accouchement prématuré. Donc les pertes de grossesse, elles peuvent être précoces ou tardives. Donc quand elles sont précoces, elles surviennent dans les 12 premières semaines de grossesse. D'accord. Et ce sont des pertes de grossesse avec un fœtus, bien sûr, qui est non viable. La menace de fausse couche. La menace de fausse couche, en fin de compte, ça se manifeste comment? Tout le monde le sait. C'est par un saignement qui est vaginal, bien sûr d'origine ondo-utérin, et sur un col qui parfois constitue une fausse couche en cours. Le col est ouvert, mais le col, souvent, il est fermé. Après, la dernière définition, c'est celle qui est organisée par l'Association américaine de reproduction, la CRM, sur les pertes de grossesse récurrentes, c'est-à-dire les fausses couches répétées. En fin de compte, avant, on parlait de fausses couches à répétition, c'était quand on était à plus de 3 fausses couches. Aujourd'hui, on est revenu à 2 grossesses qui s'expulsent, et on n'est plus à 3. À partir de 2 grossesses, à ce moment-là, on peut commencer le bilan, qui parfois est un bilan surtout, c'est un bilan qui coûte cher. Donc voilà. Donc après, la naissance prématurée, je l'ai dit, donc c'est après 20 semaines d'aménorrhée. Par rapport à l'incidence de ces fausses couches, on sait qu'en fin de compte, soit 70% des conceptions sont perdues avant la naissance, et il n'y en a que 30%, on a à peu près que 30% de naissances vivantes. D'accord? Parmi ces... pourquoi? Parce qu'il y a des échecs d'implantation, surtout quand on fait de la procréation médicalement assistée. Il y a des pertes de grossesse précoces, des pertes de grossesse tardives. Donc tout ça, c'est aux alentours de 70%. D'accord? Et le risque, je dirais d'une manière globale, dans la population générale de faire une fausse couche, il est aux alentours de 12%. D'accord? Quand ça se manifeste une fois pendant la vie reproductive, donc c'est bon, mais quand ça devient répété, c'est là on commence à s'inquiéter, on essaie de comprendre pourquoi. Donc c'est 2 arrêts de grossesse avant 14 semaines, d'accord? Et quand on répète ces fausses couches, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fréquence devient de plus en plus élevée. On va jusqu'à 50% quand on dépasse les 6 fausses couches. C'est ça le problème. Et parfois, vraiment, on a très peu de choses, très peu de solutions chez ces patientes-là qui font 10, 12 fausses couches. Parfois, on peut les passer en PMA pour faire des diagnostics préimplantatoires. On fait un bilan génétique, on fait tout un bilan exhaustif, mais parfois, on ne trouve pas de cause. Et ces patientes-là, quand elles ont un peu de chance, elles finissent par avoir une grossesse, ou sinon, c'est la catastrophe. Autre chose qui est extrêmement important dans ces fausses couches, c'est l'âge. Aujourd'hui, on a beaucoup de patientes qui viennent à un âge avancé, et ça, il faut le savoir. Au fur et à mesure que ces patientes augmentent leur âge, au fur et à mesure que le risque de fausse couche devient de plus en plus important, surtout chez ces patientes-là qui ont plus de 40 ans. Donc le pourcentage d'avortement devient de plus en plus important du fait
de la qualité ovocytaire qui n'est pas excellente chez ces patientes-là, et ce qui fait soit la qualité ovocytaire, soit le défaut d'implantation, surtout que si le reste du bilan n'est pas bon. Mais c'est surtout chez ces patientes-là, c'est la qualité ovocytaire qui n'est pas excellente chez ces patientes. Même quand on les passe en fécondation in vitro, ben, on le constate, les biologistes le constatent quand ils regardent l'ovocyte au microscope, ils constatent que l'ovocyte peut être dysmorphique, peut ne pas être bon. Donc, après 40 ans, 41, 42 ans, c'est clair que les taux de grossesse ne sont pas aussi bons. Donc il faut essayer, bien sûr, quand on peut, d'essayer d'avoir une grossesse à un âge jeune. Donc parmi les causes, donc il y a tout un catalogue de causes. Donc il y a la génétique, il y a les troubles endocriniens, les troubles immunologiques, les thrombophilies, tout ça vous le savez. Il y a l'homocystéinémie, les anomalies utérines, l'endométrite chronique. Aujourd'hui, on la recherche de manière systématique en PMA, en procréation médicalement assistée. C'est clair, quand on a des défauts d'implantation, la recherche aujourd'hui, elle devient systématique pour voir. Et ce sont des patientes qui sont asymptomatiques. On fait une biopsie endométriale et on recherche un marqueur qu'on appelle le CD138. Et quand il est positif, on traite ces patientes-là avec des corticoïdes et des antibiotiques, et de temps en temps, et on recontrôle et on voit que cet aspect inflammatoire a disparu. Alors, il ne faut pas oublier l'homme. Ben oui, l'homme, quand il fume, quand il est exposé à des polluants qui peuvent altérer la qualité du sperme, c'est clair qu'il y a un risque de fausse couche qui est un peu élevé. Après, c'est le style de vie. Donc, dans les anomalies chromosomiques, on trouve de tout, des trisomies 13, on trouve toutes des monosomies, des polyploïdies, donc on trouve plein de choses. Donc, c'est vrai qu'en PMA, on peut faire ce qu'on appelle un karyotype sur sur l'embryon. C'est-à-dire, on peut prélever une cellule et on voit le karyotype. Mais quand on fait, et ça, on le fait soit à un âge avancé, mais on peut le proposer aussi chez les patientes chez qui on a fait un karyotype du produit de fausse couche et on trouve une anomalie. Le karyotype parental, c'est clair qu'il est demandé de manière systématique chez ces patientes qui font des fausses couches à répétition. Donc voilà, prélèvement de la cellule embryonnaire, et on peut faire une étude génétique pour voir si cet embryon il est euploïde. Et quand il y a une maladie familiale, on la recherche d'origine génétique. Donc c'est clair que sur le plan hormonologique, il y a deux choses. Donc quand la FSH est très élevée, c'est des patientes qui ont des ovocytes pas de bonne qualité. Et le corps jeune. Le corps jeune, ça c'est extrêmement important, d'où l'intérêt aujourd'hui, c'est reconnu, que la progestérone a une place extrêmement importante dans ces fausses couches, et il faut la prescrire de manière systématique. Donc, qualité du corps jeune, extrêmement importante. Et d'ailleurs, quand on fait de la procréation médicalement assistée, on commence la progestérone très tôt, dès qu'on transfère l'embryon, pour essayer de contrecarrer ce déficit dû à la qualité du corps jeune qui peut ne pas être bon. On sait que c'est pourquoi, parce que cette progestérone, elle agit sur l'endomètre, elle a un rôle essentiel sur l'endomètre. Donc, et bien sûr, c'est quand c'est un endomètre qui est inflammatoire ou quoi que ce soit, ou là quand c'est un endomètre qui est, qui a été agressé, c'est clair que cet endomètre, le trophoblast a du mal à être bien vascularisé, et c'est clair que ça peut finir en un arrêt de grossesse. Donc l'endomètre a une place, il faut vraiment que ça soit un endomètre nickel, un endomètre qui n'est pas agressé, un endomètre qui n'a pas été sujet d'infection ou quoi que ce soit. Et même aujourd'hui, on parle de flore
au niveau endométrial et quand il y a une altération de la flore, ben ça peut créer une inflammation, ça peut être pourvoyeur de fausses couches. Donc aujourd'hui, c'est clair que la réserve ovarienne, ça vous le savez, c'est deux choses, c'est l'échographie et qui va nous parler pour avoir une idée sur cette réserve ovarienne, l'échographie et l'AMH. Aujourd'hui, la FSH n'est plus faite en première intention pour avoir une idée sur la réserve, mais par contre, on peut éventuellement la doser vers le troisième jour du cycle, en deuxième intention, quand on décide de stimuler ces patientes, parce que si elles ont une FSH élevée, peut-être que ça ne vaut pas le coup de les stimuler, de faire autre chose. Donc l'insuffisance lutéale, extrêmement pourvoyeuse de fausses couches quand ces patientes-là ne sont pas pris en charge sur le plan progestéronique. Donc, on sait que cette progestérone, elle est sécrétée par le corps jaune, tout le monde le sait, je ne vous apprends rien, d'accord, et que le corps jaune, il joue un rôle essentiel dans la poursuite de la grossesse. Cette progestérone, quel est son rôle? C'est la préparation endométriale pour l'implantation, ça c'est clair. Ça joue un effet de relâchement au niveau du muscle utérin, vous le savez, quel que soit le type de progestérone, et ça a une influence sur l'immunité cellulaire et sur l'adaptation de l'endothélium utérin à la grossesse, parce que c'est une greffe. Donc cette progestérone, elle inhibe certains facteurs qu'on verra plus tard. Donc cette progestérone, elle joue un rôle dans la protection de l'embryon, d'accord? Donc c'est clair. Sur le plan immunitaire, cette progestérone, elle va stimuler des marqueurs. Elle va stimuler des marqueurs qu'on appelle le PIBF, c'est le Progesterone Inhibition Block Factor, qui lui va baisser d'autres marqueurs qui sont les NK, les natural killers, et tout ça, cette progestérone a vraiment un excellent effet anti-abortif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est démontré, progestérone essentielle. Donc la dihydrogestérone, il y a eu des études dans ce sens. Cette dihydro, elle augmente le PIBF, et par cette augmentation du PIBF, elle a un effet anti-abortif, ça on l'a constaté dans cette étude, d'accord. Quand on va jusqu'à 30-40 mg par jour, donc de dihydrogestérone, on augmente le PIBF et bien sûr, le risque de fausse couche, il est comparable à la population générale. Donc ça, je dirais, c'est intéressant. Donc les taux de PIBF sont augmentés, donc c'est le Progesterone Inhibition Block Factor qui est essentiel, qui diminue les natural killers, donc qui a un effet anti-abortif. Donc c'est intéressant de donner cette dihydrogestérone. Par son effet, en fin de compte, j'irais myorelaxant et son effet endothélial, cette dihydro, elle augmente la synthèse du NO. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Donc aujourd'hui, la dihydro, c'est clair, elle fait partie des recommandations, comme la progestérone micronisée qui au départ, elle était seule à être prescrite. Maintenant, quand on est face à une patiente qui refuse la progestérone par voie vaginale, parce qu'on sait très bien que la progestérone par voie orale, elle donne des vertiges, les patients ne se sentent pas bien, c'est intéressant de donner ces dihydros. D'ailleurs, nous, dans les transferts d'embryons, on commence à donner de plus en plus la dihydrogestérone, et ça, c'est extrêmement intéressant. D'accord? Donc, dans les menaces d'avortement, et en plus, ces dihydros, elle peut être prolongée du fait de son action qui aujourd'hui, que ce soit au premier trimestre, même au deuxième trimestre. Donc, et on peut au départ donner des doses fortes à 40 mg par jour. Et on a constaté qu'avec 40 mg par jour de dihydro, on diminue ces risques d'avortement. D'accord? Donc les dernières recommandations, c'est les recommandations de l'ECHREUX, l'ECHREUX, c'est la Société européenne de reproduction, et que ce soit même les autres associations, que ce soit la CRM et tout ça. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, ils ont validé la prescription de la dihydrogestérone dès que le test de grossesse est positif, et non pas on attend que la patiente fasse une menace. Ça, chez les patientes qui ont fait des fausses couches à répétition, je ne dis pas qu'il faut le prescrire à tout le monde quand la patiente est asymptomatique, mais ce que je veux dire, si la patiente est exposée à des fausses couches à répétition, c'est clair que ça serait intéressant de démarrer la progestérone très tôt. D'accord ?
très tôt, dès que le test de grossesse est positif. Sur le plan malformation, jusqu'à quelle heure, s'il vous plaît, pouvez me dire? S'il vous plaît? 12 minutes, très bien. Parce que je parle trop et voilà, je suis désolé. Donc la dihydro aujourd'hui, elle est vu la prescription qui est extrêmement large, il y a eu beaucoup de, une prescription qui est, je dirais, qui est ancienne. Sur le plan malformation congénitale, il n'y a rien n'a été. Parce que si on avait trouvé des malformations, c'est clair que c'est clair qu'elle aurait été, je dirais, jamais acceptée d'être prescrite pendant la grossesse, parce que la grossesse, surtout les sociétés américaines, sont comme ça sur le risque malformatif. D'accord? Donc l'autorisation, elle est donnée, et donc il n'y a pas de souci. Donc on a vu un petit peu l'intérêt de cette progestérone, mais il ne faut pas oublier que quand on est face à une patiente qui fait des fausses couches à répétition, qu'il faut bien sûr l'explorer et voir s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent être la cause des fausses couches. Donc l'hyperprolactinémie, ça tout le monde le sait, que quand on est face à une hyperprolactinémie, non seulement ça donne des troubles du cycle, il faut traiter ces patientes-là parce qu'il y a un risque de fausse couche et le traitement il peut être poursuivi pendant tout le premier trimestre de la grossesse, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'hyperandrogénie, elle aussi, elle peut être délétère. Donc, et être cause dans les OPK et tout ça, ça on le sait. Donc ça, tout le monde sait ce que c'est que des patients sur le plan échographique OPK, donc ça ne sert à rien. Voilà, on avance. Donc c'est des ovaires, bien sûr, vous savez très bien que c'est des ovaires, il y a plein de follicules. Aujourd'hui, on a le cut-off, il va jusqu'à plus de 20 follicules. Parmi les traitements, c'est le drill ovarien, mais ça, aujourd'hui, c'est clair que le drill, on ne le fait plus, on le fait que si vraiment l'AMH est très élevé, l'AMH supérieur ou égal à 8, parce que le gros problème des drills, c'est qu'avant, quand ça se faisait, ça pouvait créer des insuffisances ovariennes itératives, et donc il ne faut pas, bonjour madame, j'ai vu quelques follicules, et je commence à faire des trous dans l'ovaire parce que ça altère. Donc on est agressif. Les troubles thyroïdiens, les dysthyroïdies là aussi, bien sûr. Et le cut-off pour la TSH. La TSH, il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 2,5. Quand elle est supérieure à 2,5 en matière de PMA, en matière de reproduction, il faut que ces patientes-là soient prises en charge. Et souvent, les endocrinos, ils les mettent à des petites doses ils les mettent à des petites doses. Et donc, ce qui fait que ça est intéressant de traiter ces patientes-là. Le diabète, là aussi, il faut vraiment qu'il soit équilibré, donc l'hémoglobine glyquée, tout ça. Donc, les autres causes à risque de thrombose, c'est tout ce qui est auto-immun, et donc tout ce qui est syndrome des anticorps, tout ce qui est antiphospholipides. Et bien là, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il y a des microthrombies trophoblastiques et peut-être placentaires, et ça, c'est cause de fausse couche, cause de fausse couche tardive, cause de prééclampsie, cause de plein de choses. Donc c'est clair, quand il y a un trouble de la vascularisation trophoblastique et placentaire, c'est pas bon. Donc le syndrome des anticorps antiphospholipides, donc c'est supérieur à 3 fausses couches, inexpliquées, une mort fœtale inexpliquée. Donc là, on essaie de penser à ça. Il ne faut pas oublier tout ce qui est déficit, donc tout ce qui est thrombophilie, donc les mutations du facteur 5, facteur 2, donc les déficits en protéine S, protéine C. Donc vous avez vu le bilan. Mais quand vous êtes face à une patiente qui a fait 5-6 fausses couches, de temps en temps, on est obligé de prescrire ce bilan qui est un petit peu cher. L'hyperhomocystéinémie, là, il ne faut plus donner que 0,4 microgrammes d'acide folique, il faut passer à des doses fortes d'acide folique qui sont entre 5 et 10 mg par jour chez ces patientes quand le dosage de l'homocystéine est supérieur à 15 micromoles, là où il y a une mutation. Et là c'est intéressant de donner 5 à 10 mg par jour. D'accord? Les anomalies utérines, ça vous le savez, tout ce qui est cloison, synéchie, ismocèle, myome. Donc tout ça c'est une cause mécanique. Tout ça, il faut le traiter. D'accord? Il faut le traiter. Donc dans les malformations, pourquoi? Parce qu'il y a une hypoplasie utérine. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'utérus dysmorphique. Donc ça, c'est vraiment, ce sont des utérus qui sont petits et c'est un effet de contenant et contenu. Et quand il y a des dysmorphies utérines, aujourd'hui, on peut les traiter, agrandir, on fait des placies d'agrandissement chez ces patientes-là quand elles ont ce problème-là. Mais je dirais la cause la plus fréquente
sur le plan morphologique, c'est l'utérus cloisonné, parce que ça, c'est la dernière classification de Léchereux. Et donc, c'est les utérus cloisonnés. Pourquoi? Parce que le trophoblaste, il va s'implanter sur cette cloison qui est extrêmement mal vascularisée. Eh ben, c'est clair qu'il faut la sauter, cette cloison. Et voilà. Après, les autres, les utérus doubles qui sont là, c'est clair, c'est un problème. C'est plus des accouchements prématurés que des fausses couches précoces. D'accord? Les unicornes aussi, la même chose. Mais, donc ça, c'est juste une vidéo pour vous montrer ce que c'est qu'un utérus unicorne. C'est vraiment des utérus. Mais voilà, on va avancer. Donc, c'est des utérus qui ont une seule corne utérine. Et donc, soit on fait un diagnostic par l'IRM, vous avez vu, voilà, ça c'est un unicorne par reconstruction 3D. D'accord? Donc, les utérus doubles, là aussi, donc c'est un utérus double, on va avancer parce que, voilà, regardez, il y a 2 cornes utérines, ça va vite. Et donc, ces utérus doubles, c'est clair, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, il y a une corne là et une corne qui est là. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. En fin de compte, c'est le fait de faire des grossesses qui fera peut-être que sa grossesse va se maintenir. Mais il n'y a pas de traitement pour les utérus cloisonnés, oui. Là, on les traite. Ce sont des patientes chez qui on fait des hystéroscopies. On résèque la cloison qui est là. D'accord? Donc, on va réséquer cette cloison. Et donc, voilà. Donc, mais on ne va pas traiter l'utérus cloisonné. Les seules indications en cas de fausse couche à répétition ou si la patiente, elle passe en PMA. D'accord? Elle passe c'est-à-dire en fécondation in vitro ou quoi que ce soit. On va sectionner cette cloison par voie hystéroscopie. Mais si vous trouvez une petite cloison, vous allez la traiter parce que vous pouvez être aussi iatrogène, parce qu'il y a des patientes qui finissent par avoir une grossesse et simplement elles peuvent présenter des présentations dystociques et donc des présentations de siège ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, c'était une béance cervicale. Les fibromes, ça, vous le connaissez. Donc c'est tous ces fibromes-là qui peuvent, je dirais, comprimer cet endomètre, qui peuvent être, c'est-à-dire les 0, 1, 2, les 3, et qui altèrent, je dirais, la vascularisation, qui, eux, il faut traiter et enlever. Voilà, ça, c'est juste un fibrome intracavitaire. Donc c'est une patiente, donc on ne va pas passer trop de vidéos parce qu'on n'a pas trop de temps. Les synéchies, donc on est obligé de parler des synéchies. Les synéchies, donc il y a un défaut de vascularisation et ces synéchies, et là quand on est face à une tuberculose, où là on a le fameux syndrome d'Asherman, là vraiment il n'y a pas grand-chose. On commence à faire du PRP, on commence à faire plein de choses. Mais voilà, ça c'est, vous avez vu, cet endomètre qui est vraiment amputé. Donc on traite, parfois le traitement est très difficile. Il ne faut pas oublier l'ismocèle. L'ismocèle, pourquoi? Parce qu'on fait de plus en plus de césariennes et il y a des patientes qui cicatrisent mal. Et cet ismocèle, c'est une hernie au niveau de l'ancienne cicatrice de césarienne. Et cette hernie-là, le sang s'accumule, il crée un état inflammatoire. Et donc, ça peut altérer la qualité du sperme. Ça peut entraîner une endométrite chronique. Ce qui fait que, il faut le traiter. Quand vous avez un ismocèle comme ça, aujourd'hui, on le traite, surtout quand on est face à un problème de gestation. D'accord? La flore, aujourd'hui on parle aussi de la flore, il ne faut plus agresser, ça je l'ai dit plusieurs fois, il ne faut jamais agresser cette flore vaginale et bien sûr il faut que le derlin soit de bonne qualité ou sinon ça crée un état pro-inflammatoire et cet état pro-inflammatoire peut être à l'origine des fausses couches. Donc vraiment on donne de plus en plus de probiotiques par voie orale, par voie vaginale. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, l'endométrite chronique, nous, on la cherche de manière systématique en cas de fausse couche à répétition, en cas de défaut d'implantation chez ces patientes-là. Et aujourd'hui, il y a un marqueur, c'est le CD138. Quand il trouve un foyer, on bombarde ces patientes, on les traite et on recontrôle après traitement. C'est 3 semaines, c'est 15 jours à 3 semaines de traitement. Bien sûr, tout ce qui est polluant, aujourd'hui, il y a beaucoup de polluants, que ce soit à l'extérieur, et bien sûr le tabac, l'alcool, tout ce qui est... Et tous ces éléments-là, bien sûr, il faut que, quand la patiente fait des fausses couches, on ne trouve rien. Il faut voir son hygiène de vie, comment elle est, et l'hygiène de vie aussi de l'homme, parce que l'homme aussi, s'il fume trop, donc il va altérer son sperme. La vitamine D, les carences, on sait aujourd'hui que la vitamine D, ça, c'est incriminé dans beaucoup de choses. Donc, quand on a des carences en vitamine D,
on la dose de manière systématique chez ces patientes-là chez qui il y a un désir de grossesse. Et à mon sens, c'est intéressant. Donc le spermogramme, ça c'est extrêmement important. Et bien sûr, ne pas oublier l'étude de la fragmentation de l'ADN du sperme. Et quand l'ADN, il y a une fragmentation qui est élevée, supérieure à 30%, eh bien là aussi, il faut traiter l'homme et non pas donner des antioxydants. Il faut surtout faire un interrogatoire bien poussé pour essayer de lui demander d'arrêter ce toxique qu'il prend, que ce soit cigarette ou autre chose. D'accord ? Donc voilà, fragmentation supérieure à 30%. Ok, donc c'est extrêmement intéressant. Donc arrêt du toxique, du tabac, des drogues, et donner des antioxydants. Maintenant, on a plein d'antioxydants sur le marché. Et donc, c'est vrai qu'au début, il y avait de la vitamine E et de la vitamine C. Maintenant, il y a plein d'associations, plein de cocktails d'antioxydants qui marchent tous bien, à mon sens. On a, nous, l'expérience avec plein d'antioxydants. Et vraiment, ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Donc, vous avez vu ce bilan-là qui est extrêmement assez lourd, mais quand vous avez une patiente qui fait 5, 6, 7, 8 fausses couches, eh ben, il faut essayer de faire ce bilan-là parce que de temps en temps, on trouve quelque chose. On trouve quelque chose et à ce moment-là, on va traiter ces patientes-là et ne pas oublier, bien sûr, ne pas oublier que ces patientes-là, chez qui font des fausses couches, je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est donner de l'acide folique. Si vraiment vous êtes face à un couple qui a très peu de moyens et vous ne trouvez rien sur le plan chorégraphique parce que vous faites tous de l'écho et sur le plan morphologique il n'y a rien et sur le plan endocrine, sur le plan diabète, dysthyroïdie, tout ça il n'y a rien, eh ben vous au moins donnez de l'acide folique. À mon sens, on donne de l'acide folique à 5 mg par jour chez ces patientes-là. Et bien sûr, de la progestérone. La progestérone, ça c'est clair qu'il faut la donner dès que le test de grossesse est positif chez ces patientes. La progestérone a une place importante. Aujourd'hui, c'est démontré que la progestérone a un rôle important. Maintenant, on peut aussi donner en plus de la progestérone, on peut aussi donner des anti-agrégants plaquettaires. Mais là, certains auteurs vont vous dire que l'anti-agrégant plaquettaire n'est pas donné ne doit pas être donné de manière systématique si on ne trouve pas de cause vasculaire. Mais à mon sens, quand on n'a rien, on a même donné à un moment donné des corticoïdes à la dose de 10 mg par jour. Pourquoi ? Parce que la grossesse est une greffe et donc pour désensibiliser, donc ça c'est intéressant peut-être d'associer 10 mg par jour de corticoïdes. Et donc quand la patiente elle est enceinte, elle poursuit sa grossesse, on est heureux. Oui, donc et voilà, donc c'est la fin, c'est la dernière diapo. Donc désolé. Donc merci beaucoup. Donc voilà, donc les fausses couches, donc c'est un problème. Je finis juste quelques mots. C'est vraiment un gros problème de santé publique. Donc l'aneuploïdie, elle est fréquente quand la patiente a un âge, quand elle dépasse la quarantaine. Et bien sûr, faire ce bilan étiologique quand on peut. Et progestérone, je crois que s'il y a une chose qu'il faut retenir, progestérone et acide folique de manière, je dirais, systématique chez ces patientes qui sont exposées à un risque de fausse. Et merci beaucoup et bon congrès. Et Inch'Allah, vous allez venir à la MECO. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Mkwar, pour votre exposé très, très clair, très intéressant. Vous avez mis l'accent sur le rôle des progestatifs, notamment de l'hydrogestérone dans les menaces d'avortement, et vous avez dit qu'il faut les prescrire très précocement avant d'attendre les symptômes de menace. J'ai une petite question. En cas de fausse couche à répétition. Justement, en cas de fausse couche à répétition. J'ai quand même une petite question avant de passer la parole à la salle. Est-ce que l'intérêt des progestatifs est capital chez les femmes qui font des avortements à répétition, quelle que soit la cause? Ou bien, surtout, on les prescrit chez les femmes qui ont une insuffisance lutéale? Non, bien sûr. En cas de fausse couche à répétition, donc c'est les progestatifs, je l'ai démontré, disons c'est-à-dire dans les études, ça a une action, je dirais que ça agit
sur certains facteurs ça augmente le PIBF, donc ça diminue les naturaculaires, donc ça a un effet anti-abortif, ça a un effet myorelaxant, c'est intéressant, et donc et par ces effets-là immunitaires, myorelaxants, ces effets je dirais, sur le trophoblaste, il faut le prescrire, ça c'est clair. Que la progestérone, c'est démontré. Au départ, on parlait de progestérone micronisée. Maintenant, depuis qu'on a la dihydrogestérone, on a un choix. On a le choix avec la dihydrogestérone. Et vous pouvez aller, quand vous êtes en menace, vous pouvez aller jusqu'à 40 mg par jour. Une fois que les symptômes diminuent, bien sûr, vous associez ça avec des antispasmodiques et le repos et tout ça, c'est clair. Mais au départ, on est à 40 mg. Après, on baisse jusqu'à 30 et 20 mg par jour. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait des doses assez importantes de progestérone. Au niveau, alors, les études, parce que la dihydrogestérone, on ne peut pas la doser. Ce n'est pas comme la progestérone micronisée qu'on peut doser. Donc la dihydrogestérone, c'est des études qui ont été faites avec 40 et 30 mg. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la dose adaptée chez ces patientes-là. Donc, à mon sens, oui. Nous, d'accord, nous on le prescrit de manière assez systématique. Pas de question. Alors, il faut savoir une chose. En matière d'aspirine, c'est clair que si elle saigne, on ne va pas donner de l'aspirine. On le donne quand la patiente elle fait des fausses couches à répétition de manière préventive. Mais une fois qu'elle saigne, c'est clair qu'on arrête l'aspirine parce qu'on va aggraver les choses plus qu'autre chose. Chez la patiente qui est en menace, c'est progestatif, antispasmodique, repos. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses essentielles. Et le problème de l'aspirine, c'est la dose qui est, je dirais, recommandée, que ce soit même au niveau antécédent de retard de croissance intra-utérine d'origine vasculaire, antécédent de prééclampsie, c'est 160 mg jour. Et c'est bien de donner cette aspirine le soir. C'est bien de le donner le soir parce que le soir, il y a une diminution du cortisol et on a constaté que son effet est meilleur quand c'est donné le soir. Voilà, l'aspirine est prise. Comment ? Alors c'est la durée de l'aspirine, c'est que si elle saigne, il faut l'arrêter, ça c'est clair. Maintenant, à mon sens, vous dépassez le premier trimestre, continuez l'aspirine, ça ne fera que du bien. Pourquoi ? Parce que la placentation, l'invasion trophoblastique ne se termine qu'à 18 semaines d'aménorrhée. Et donc, si cette patiente-là, elle est exposée à des microthrombes vasculaires, c'est clair qu'il ne faut pas... D'ailleurs, maintenant, c'est démontré, on ne donne plus d'aspirine à partir de la 22e semaine chez les patientes qui font des retards de croissance et ainsi de suite. Il faut la commencer très tôt, avant que ce placenta ne soit installé de manière définitive. Donc, on continue, bien sûr. Alors, on peut continuer jusqu'à la 34e semaine sans problème. Il n'y a pas de contre-indication parce que c'est un effet anti-agrégant pur. Utrogestan, c'est de la progestérone, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est de la progestérone micronisée, que ce soit l'utrogestan ou les autres progestérones micronisées. C'est clair que chez les patientes, chez les patientes qui sont embêtées par le traitement par voie vaginale, vous avez le choix avec la dihydrogestérone. Maintenant, les études d'hydroprogestérone micronisée sont presque similaires. Le seul avantage, je dirais, de la dihydrogestérone, c'est son augmentation du PIBF. C'est la progestérone inhibin block factor. Il y a des études dans ce sens. Et cette augmentation de PIBF fait qu'il y a une diminution des naturalquilaires chez les patientes qui sont exposées à un risque de fausse couche à répétition. Et du fait une augmentation, c'est-à-dire son effet immunitaire est intéressant dans ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, on commence par la dihydro et on donne en première intention la dihydrogestérone. Mais on peut aussi associer les deux, donner de la dihydro. Nous, on le fait en matière de transfert d'embryons congelés. Il y a des protocoles dans ce sens. Association dihydrogestérone avec la progestérone micronisée. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Comment ? L'HBPM, j'en ai parlé,
J'en ai parlé quand vous êtes face à un syndrome des anticorps antiphospholipides, quand vous êtes face à un lupus. Dans ce sens, oui, on donne de l'HBPM. Mais à mon sens, chez ces patients qui font des fausses couches à répétition, ce n'est pas dans les recommandations de donner de l'HBPM de manière systématique, parce que ce que vous pouvez donner de manière systématique en première intention, à mon avis, c'est l'aspirine. Mais c'est vrai que parfois, on peut associer l'aspirine avec l'HBPM. Ça, il y a des protocoles dans ce sens.